Voilà, quand c'est le lion Cécile, ça a tiré des larmes à des millions de gens. Quand ce sont les animaux des abattoirs tels que vous les avez filmés, tout le monde est traumatisé. Et puis quand c'est une mouche, tout à coup, tout le monde est indifférent. C'est une question que je pourrais vous poser. Mais d'abord, je vous présente les deux invités qui nous ont rejoints. Françoise Armango, vous êtes philosophe, écrivain, vous êtes l'auteur de Réflexions sur la condition faite aux animaux et de Requiem pour les bêtes meurtries. Votre dernier livre s'intitule Apprendre à lire l'éternité dans l'œil des chats. Pour vous, les animaux sont nos frères, nos semblables. Francis Wolff, vous aussi, vous êtes philosophe. Vous êtes l'auteur de Notre humanité d'Aristote aux neurosciences, dans lequel vous expliquez, entre autres, que l'animalisme n'est pas le stade suprême de l'humanisme, ce serait même sa négation. Alors justement, quand vous voyez cette vidéo, Francis Wolff, je parle de celle d'Obama et qu'on la compare à celle que nous regardions précédemment, tirée des abattoirs, volée par l'association de Brigitte Gauthier, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que parler de l'animal en général, ça n'a pas de sens. Il n'y a que des animaux. Il y a des espèces animales, il y a des dizaines de millions d'espèces animales, on ne les a pas répertoriées. Une grande majorité d'entre elles, ce sont des insectes, en effet. Et sous le terme d'animal, on a forgé un concept qui est totalement anthropocentrique, puisqu'on a mis l'animal qui va alors je sais pas, les bactéries, jusqu'au grand singe, et on dit l'animal. Alors, ça a eu un sens, et ça en a peut-être encore pour définir, on en parlera, le propre de l'homme, par distinction avec ce qui était en dessous l'animal, et avec ce qui serait au-dessus, Dieu, les dieux. Et ça donne une espèce de double propriété de l'homme, de se distinguer de l'animal, de se distinguer du divin. Mais je crois qu'en effet, aujourd'hui, il faut dire les animaux, les espèces animales. Et nous ne pouvons pas, c'est contre notre sensibilité, et je pense contre toute idée morale, traiter de la même façon notre chien et ses puces, pour prendre l'exemple d'une mouche. Notre chien lui-même ne serait pas d'accord, je pense, si nous avions le même respect pour lui que pour ses puces, ou l'inverse. Je pense qu'il faudrait faire des dizaines et des dizaines de nuances. Mais dans un premier temps et en toute première approximation, je crois qu'on peut distinguer 3 types d'obligations que nous avons avec les espèces animales, en première approximation, et qui dépendent du type de relation que nous avons noué avec eux, d'une espèce de relation qui est à la fois de type contractuel, de type émotionnel. Nos animaux de compagnie, nos chiens, nos chats, nous avons avec eux des relations d'échange émotionnel, affectifs. Nous leur donnons ce qu'ils nous donnent, c'est-à-dire leur affect, notre affect. Et donc nous sommes choqués légitimement quand quelqu'un rompt ce contrat affectif. Par exemple, on abandonne son chien sur une autoroute. Bon. Les animaux, appelons-les, le mot est affreux, de rente, c'est-à-dire ceux qui sont élevés pour leur cuir, leur laine, leur lait, leur viande, il y a une espèce de contrat moral aussi que nous avons avec eux, c'est-à-dire leur garantir des conditions de vie qui correspondent aux exigences de leur espèce. C'est pratiquement ce que dit le Code rural. Et s'il faut, dans certains cas, les tuer, qu'ils soient tués dans des conditions décentes. Ce n'est pas du tout le même type de devoir que nous avons vis-à-vis des insectes. Je n'en ai pas parlé. On considère qu'il n'y a pas de sentience chez les insectes. Ça changera peut-être, mais bon, de sentience, c'est-à-dire de sensibilité à la douleur, par exemple. Donc l'animal, déjà, ça n'a pas grand chance. Donc on peut les écraser sans problème Je ne vois pas pourquoi on les écraserait s'ils ne nous piquent pas. Il n'y a aucune raison de les écraser. Ils veulent qu'on écrase les araignées qui ne piquent pas. Voilà, alors, la réincarnation, ici. La réincarnation dans l'insecte. Ça pose pas de problème quand vous écrasez. Je dirais qu'il y a une troisième grande faune qui est ce qu'on peut appeler les espèces sauvages qui vivent et que nous devons laisser vivre dans le respect des équilibres des écosystèmes. Et là, nos devoirs ne sont pas individualisés comme dans les 2 autres cas. Nous avons des devoirs totalement individualisés vis-à-vis de nos animaux de compagnie. Ils font pratiquement partie de leur famille, ils ont des noms. Dans le deuxième cas, on est dans un cas intermédiaire. Les éleveurs traditionnels ont des relations individualisables avec leurs animaux, ce qui n'est plus le cas dans les affreuses batteries qu'on a pu voir. Et dans le cas
des espèces sauvages, nous avons des devoirs de respecter et par exemple, de lutter contre les espèces nuisibles, et pas seulement nuisibles à nous, mais nuisibles aux écosystèmes, au contraire de favoriser telle ou telle espèce, de favoriser la biodiversité. Donc 3 types de devoirs qui correspondent un peu à ce que reconnaît la loi, c'est-à-dire on distingue le code rural, le code de l'environnement et le code pénal. Voilà. Et une petite question, Brigitte Gonthière, par rapport à ma vidéo du président Barack Obama écrasant une mouche. Pour vous, c'est aussi douloureux à regarder que les images que vous avez volées dans les abattoirs et que nous regardions tout à l'heure? Ou est-ce que vous faites cette différence qu'il y a des animaux sensibles et d'autres pas? Bien sûr que je fais la différence, qu'il y a des animaux qui sont sensibles, sentients, comme vous l'avez rappelé, et d'autres pas. Sur les insectes, il y a quand même des débats qui sont engagés. Sont-ils sentients ou ne le sont-ils pas? Bah oui, on risque d'avoir de mauvaises surprises dans pas longtemps. D'avoir des surprises, puisque voilà, l'évolution, à une époque, on pensait que les bébés ne ressentaient pas de souffrance et on les opérait à vif. Donc on pourrait avoir des surprises au niveau des études et tout ça. Maintenant, effectivement, je ne ressens pas la même chose. Je suis née dans un monde qui est spéciste, c'est-à-dire qui fait des distinctions entre les différentes espèces. Et non, je ne suis pas choquée. D'un autre côté, je ressens, je pense, peut-être moins d'émotion quand je vois les images des animaux, même qui agonisent dans les abattoirs, que la plupart des autres personnes aussi. Je ne suis pas devenue une défenseuse des animaux parce que j'aime les animaux, mais par sens de la justice. Et j'estime qu'il n'existe pas de façon de donner de mort digne et respectueuse à des animaux qui n'ont pas choisi de mourir ou qui ne sont pas dans des situations difficiles. Et dans ce cas-là, on appelle ça l'euthanasie. Une bonne mort, c'est une mort qui vient soulager. C'est pas une mort qui vous coupe en pleine vie. C'est pas du tout ça. Par contre, je veux revenir aussi sur les personnes qui travaillent, les éleveurs, les personnes qui travaillent dans les abattoirs, qui sont justement au quotidien avec les animaux. Souvent, on peut lier la misère des animaux avec la misère des gens là, qui sont dans les abattoirs, qui mettent à mort sans cesse, à qui on demande un contrat impossible, quelque chose d'impossible, c'est-à-dire de les tuer à l'arme blanche, de leur ôter la vie, le tout en le faisant avec empathie et respectueusement. C'est vraiment c'est impossible à demander. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans ce qu'on dit. Vous parliez de contrats avec les animaux d'élevage. On a l'air de penser, non, l'élevage industriel, on est tous d'accord ici, l'élevage industriel, c'est terrible, et on idéalise l'autre élevage. Les éleveurs, la plupart, ils ont envie de vivre avec des animaux, effectivement, et pas forcément de les mettre à mort, de vivre avec, et souvent, ils ne les accompagnent pas à l'abattoir. Beaucoup nous ont témoigné en disant, mais moi, je ne veux pas voir cette étape-là, parce qu'ils ne la supportent pas non plus. Et donc, on est peut-être à l'aube d'une relation différente, d'une évolution, où on n'élèvera plus les animaux pour les tuer, mais juste on les accompagnera parce qu'on a une dette infinie aujourd'hui envers eux. Pierre Collégas et Françoise Armango. Il faut remettre en cause notre système de consommation, nos mœurs alimentaires. Nous mangeons trop de viande, même de la bonne, mais surtout nous mangerons trop de mauvaise viande, parce que cette viande-là, cette viande industrielle, elle n'est pas bonne. Il y a quelques semaines... Ça c'est un abattoir bio, label rouge, machin, enfin c'est le... Je viens vers vous, vous pouvez me laisser arriver? Je vous laisse arriver. Hein, elle est terrible, hein, même quand je viens la défendre, j'ai tort. Donc, nous mangeons trop de viande, trop de mauvaise viande. Il y a quelques semaines sortait une étude internationale sur la cancérogénéité de la viande. La viande telle qu'elle est produite par des méthodes industrielles américaines, avec des animaux confinés, les feedlots, qui sont ces élevages géants des États-Unis, 50, 60 000 bêtes, source d'une pollution atmosphérique épouvantable, parce que la vache, ça pète et ça rote. C'est une demande d'eau absolument ravageuse. On les nourrit au tourteau de soja OGM en déforestant l'Indonésie et l'Amazonie. C'est un massacre écologique absolument barbare. Donc, je propose, moi, grand amateur de côte de bœuf, respectueux des animaux, que je sacrifie. Alors, vous allez être furieuse, Brigitte, je suis dans une forme de religiosité avec l'animal qu'élève madame. J'estime faire honneur aux moutons, aux cochons, à la viande, parce que quand je la déguste, je la vénère. C'est un rite païen, je reconnais. Mais cet animal, parce que je suis végétarien, je mange de l'herbe intelligemment transformée par la vache, le mouton et le cochon. Mais je suis un végétarien, sauf que je passe par le stade de la transformation carnée. Mais c'est de l'herbe, parce que le patrimoine de l'élevage, ma race normande que j'aime, c'est parce qu'elle a pâturé dans le bocage, elle me restitue le paysage, elle me restitue son environnement, et je retrouve dans le goût de cette viande, de cet agneau de Pré-Salé ou cet agneau des Pyrénées,
dans ce cochon qui a été élevé en Espagne, dans le sud de l'Espagne, je retrouve un environnement, une écologie, une tradition, une culture. Vous êtes d'accord pour reconnaître que l'élevage a été formateur, concepteur, constituteur de civilisation. Vous ne seriez pas si intelligente et si fine si vous ne descendez pas d'hommes qui ont mangé de la viande. La consommation carnée, pour des raisons protéiniques, nous a fait ce que nous sommes. On peut aujourd'hui le compenser, on le sait, mais je n'ai pas envie de m'ennuyer à manger de la carotte, de la salade et de la betterave que j'adore toute la journée. Je ne veux pas devenir végétarien. J'ai du respect parce que j'ai tellement peur qu'un jour un scientifique vienne me dire que le cri de la carotte au fond du bois et que le chou qu'on arrache parce qu'on aura trouvé une sensibilité végétale fait qu'un jour on viendrait me dire t'as même plus le droit de manger de la carotte, tu vas sucer des cailloux au pôle Nord. Et ça, ce jour-là, me fait très peur. Là, je vais vous donner un point carotte tout de suite, parce qu'on n'est pas du tout sur la question, même si on découvrait que les végétaux sont sensibles, le fait de manger uniquement des végétaux, vous mangez déjà moins de végétaux quand vous mangez uniquement végétalien. Et après, oui, vous êtes dans une espèce de religion, donc on n'est plus du tout dans quelque chose de rationnel. Et le respect de l'animal, je vais vous dire, l'animal, il s'en fiche de votre respect. On lui a ôté la vie juste parce que vous voulez le manger avec respect. Oui, mais il a été pour lui, élevé le pour bilan être est le consommé. même, quoi. Il a été élevé pour être consommé. Ben justement, Ces animaux c'est ça ont été qu'il faut qu'on inventés change. pour être consommés. C'est ça qu'il faut qu'on change. Les animaux, ils peuvent vivre en dehors d'une utilité pour les êtres humains. C'est pas ma civilisation. Françoise Armango. Oui, moi je voudrais d'abord remercier, féliciter L214, Brigitte Gauthier qui est là, Sébastien Arsac et tous les membres de l'équipe, parce qu'ils montrent ce qui arrive aux animaux avant qu'ils soient dans les barquettes des grandes surfaces ou dans les nobles plats que je suppose, cher monsieur, vous utilisez pour vos repas. Et donc, elle nous délivre ces vidéos de la tromperie que Marx désignait déjà comme le fétichisme de la marchandise. Qu'est-ce que c'était le fétichisme de la marchandise? C'est avoir des objets, des instruments ou n'importe quoi, des choses que l'on consomme, sans savoir la provenance, sans savoir comment ça a été fabriqué. Alors ça pouvait être comment ça a été fabriqué, comment on a extrait l'or ou d'autres métaux dans les mines, mais c'est aussi d'où viennent les viandes, entre guillemets, c'est un mot que je n'aime pas, d'où est-ce que cela vient et qu'est-ce qu'il a fallu que subissent les animaux pour en arriver là. Une vie brève, souvent, on l'a dit, confinée, sans possibilité de déployer les comportements de l'espèce, et tout cela pour quelques instants gastronomiques, de plaisir de certaines personnes. Voilà. Et je considère, excusez-moi, que ça n'a pas de commune mesure. Ça n'a pas de commune mesure. 6 mois d'engraissement dans l'obscurité, dans des cages en métal pour des cochons qu'on appelle porcs quand on les mange, et la culture culinaire qui a accompagné. Alors, cela dit, je voudrais aussi aborder un autre point qui est le rapport entre l'élevage intensif et tout l'appareil industriel de l'agroalimentaire et les élevages antérieurs. Alors on dit, ce serait peut-être bien qu'on revienne aux élevages antérieurs, cochons sur la paille, on aime les voir sur la paille, etc. Moi, je me suis documentée historiquement pour l'Antiquité et j'ai vu chez certains auteurs que déjà dans les campagnes romaines, on ficelait dans des petits paniers des pintades ou des poulets pour qu'ils puissent grossir sans courir. Voilà. Et donc, à chaque époque, il me semble que l'humanité a fait tout ce qu'elle pouvait pour tirer le plus possible des animaux. Dans un texte que j'ai écrit il y a longtemps, je définissais, c'était peut-être un peu fort, mais j'y tiens quand même, l'humanité comme une vaste extraction de l'animalité. C'est-à-dire cette attitude qui consiste à considérer que les animaux sont là pour nous, qu'ils sont des ressources
au même titre que le minerai en terre, au même titre que les végétaux, c'est une attitude tout à fait exécrable et qui n'a aucun fondement, sinon l'idée d'un propre suprême de l'homme. Alors, Jocelyne Porcher. Oui, mais je voulais dire deux choses par rapport d'une part à la vidéo, là, dont je voudrais rappeler quand même que c'est c'est pas un documentaire, c'est pas la réalité, c'est des séquences alignées les unes à la suite des autres, choisies parmi une 150 heures de rush ou je sais pas combien. Donc ça n'a pas une valeur c'est pas un plan séquence d'un abattoir du matin au soir, on verrait ce qui se passe dans l'abattoir réellement. Là, il y a de la musique, il y a quelqu'un qui commente les images, donc voilà. Il y a les brutes sur le site. Hein. Oui, bah, voilà, c'est une construction, c'est pas un plan séquence d'un abattoir. Voilà, ça c'est un montage. C'est une chose, c'est un montage. D'autre part, bon, je pense qu'on est d'accord sur le fait que les productions animales, ce que j'appelle moi les productions animales, c'est-à-dire l'emprise de l'industrie sur l'élevage, est catastrophique, calamiteux pour les animaux, pour les gens, pour tout le monde. Ça, on est bien d'accord. Là, ce qui est problématique avec ce que vous faites, 214, c'est le fait justement de confondre cette emprise de l'industrie du capitalisme, pour le dire clairement, effectivement, sur l'élevage, sur les animaux, sur les humains, avec ce qu'est l'élevage. Il n'y a pas d'élevage industriel, c'est ce que j'ai écrit plusieurs fois. Soit on est dans l'élevage, et dans ce cas-là, on est dans un rapport millénaire aux animaux qui est un rapport de travail. Parce que ce qu'on fait avec les animaux, c'est qu'on travaille, que ce soit avec les animaux de cirque, les animaux qui sont aussi dans la ligne de mire des abolitionnistes libérateurs des animaux. Et donc voilà. Donc il faut pas tout mélanger. Il y a l'élevage, il y a les usines. Et ces usines sont récentes, mais il y a 10 000 ans de domestication, il y a 150 ans d'emprise de l'industrie. Il faut faire la différence. Il faut revenir à ce que c'est qu'élever les animaux, travailler avec eux. Quelle est la place de la mort dans le travail? C'est ça la vraie question. Moi, c'est ce que je travaille personnellement. Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Pourquoi on travaille avec eux, comment, etc. Et si on travaille avec eux, et si par exemple, comme c'est le sujet de recherche que je travaille actuellement, les animaux travaillent, quelle est la place de la mort dans le travail? Ce qu'il faut admettre dans votre position, c'est qu'elle fragilise nos relations domestiques avec les animaux, et même je pense qu'actuellement, elles sont concomitantes d'une rupture anthropologique avec les animaux, du fait, par exemple, qu'il y a maintenant des substituts à l'alimentation carnée possible. Donc on peut effectivement vivre sans manger des animaux aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Et justement, alors je vous interromps parce que je voudrais, parce que c'est quelque chose qui est revenu depuis le début. Qu'est-ce qu'on mangerait à la place de manger de la viande, qui ressemblerait à de la viande? Ben, on va regarder tout de suite. C'est en fait de la viande, non pas de l'élevage, mais de la viande de culture. On cultiverait la viande. Regardez, c'est possible, c'est faisable et ça se fait.